Bonjour, merci de votre présence. J'ai grand plaisir à vous présenter aujourd'hui notre rapport annuel sur la situation et les perspectives des finances publiques. Et je remercie très sincèrement pour leur travail que je trouve remarquable, Karine Cambi, présidente de la Première Chambre, qui est à côté de moi, Emmanuel Janesini, qui est président de section et contre-rapporteur, qui est de l'autre côté, Emmanuel Jessua, qui est là, rapporteur général, ainsi que Axel Lacan, Amélie Morzadek, Jérôme Brouillet, Claire Falzone, qui sont quelque part par ici. Le rapport que je vous présente aujourd'hui approfondit le premier rapport de l'année que je vous ai présenté sur les finances publiques le 13 février dernier, sur la base des premiers résultats de l'exercice 2024. C'est une innovation de cette année. Et il prolonge et complète, avec une perspective d'ensemble, d'autres travaux annuels de la Cour que nous publions en application de la loi organique relative aux lois de finances et du Code des juridictions financières, et qui traite des différents sous-ensembles des finances publiques: le rapport sur l'exécution du budget de l'État, le rapport sur la certification des comptes de l'État, des comptes de la sécurité sociale, publié en avril, le rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, publié en mai. Je tiens à préciser à nouveau que ce rapport, et j'y ajouterai le premier tome de notre rapport sur les finances publiques locales, publié et présenté la semaine dernière, que ce rapport que je vous présente aujourd'hui n'est pas un rapport ad hoc, qu'il ne s'inscrit pas dans le cadre de discussions budgétaires qui vont se traduire autour du 15 juillet, même si j'imagine on en parlera dans ce contexte-là, que c'est tout simplement un rapport que nous faisons annuellement. Avant le 30 juin, nous sommes le 2 juillet, j'étais malheureusement pas là ces 2 derniers jours, donc je le présente aujourd'hui, et donc c'est un rapport quasi rituel, traditionnel. Il alimente le débat public, mais il n'est pas là pour s'inscrire dans un débat politique. Le rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques traite de l'ensemble des administrations publiques: l'État, les collectivités locales, les administrations de sécurité sociale et les autres organismes publics. Et chaque année, nous y examinons de manière synthétique à la fois les résultats de l'année écoulée et les perspectives pour les années suivantes. C'est pourquoi il s'appelle le RSPFP, rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques. C'est, disons-le, notre rapport annuel le plus complet sur les finances publiques. En cette année, sa publication s'inscrit dans un contexte très préoccupant. La France vient de traverser 2 années que j'ai qualifiées de noires en matière de finances publiques, et c'est d'autant plus problématique que, je le rappelle, nous n'avons eu aucun choc économique majeur durant cette période. Pas de crise Covid, pas de crise énergétique, pas de crise inflationniste, pas de nouvel événement géopolitique jusqu'à l'élection de Donald Trump qui s'est produite ensuite. Et pour autant, les premières marches des 3 trajectoires pluriannuelles qui ont été présentées par le gouvernement depuis l'automne 2023, je dirais plutôt par les gouvernements, ont été successivement et assez nettement ratées. La loi de programmation pluriannuelle des finances publiques, adoptée fin 2023, tablait, je vous le rappelle, sur un déficit public de 4,9 points de PIB en 2023, qui s'est établi finalement à 5,4. Le programme de stabilité, publié en avril 2024, prévoyait un déficit de 5,1 points en 2024, qui a atteint 5,8 points. Et le plan budgétaire et structurel à moyen terme, publié en octobre 2024, prévoyait un déficit de 5 points de PIB en 2025. Celui-ci a été revu à 5,4 points de PIB dans la loi de finances adoptée finalement tardivement en février 2025. Il faut être clair, le pilotage des finances publiques aurait dû, en bonne logique, s'ajuster pour respecter les objectifs nationaux de recettes, de dépenses et de déficit. Et à la place, ce à quoi on a assisté, c'est au fait que les objectifs ont été constamment modifiés, revus, en vérité repoussés, au vu de résultats qui n'ont pas été à la hauteur de ce qui était voté. Et je le dis comme observation liminaire, à mes yeux, à nos yeux, il n'est plus possible de procéder de la sorte. Parce que, d'une certaine façon, c'est l'incertitude qui mine davantage la confiance en nos engagements, notre crédibilité, et qui amoindrit notre capacité à agir. Il y a les chiffres, mais il y a aussi les engagements que nous prenons. Et il y a d'abord les engagements que nous prenons. Le rapport que je vous présente aujourd'hui est divisé en 3 chapitres. Le premier analyse la situation des finances publiques au terme de l'exercice 2024. Donc il actualise avec des données consolidées ce que nous avons dit en février, et il en ressort un constat.
qui est que la France n'a pas été capable de contenir sa dépense publique, ce qui nous conduit à avoir le déficit le plus élevé de la zone euro. Le deuxième chapitre porte sur l'exercice 2025 et la trajectoire pluriannuelle 2026-2029. Nous relevons qu'il est urgent de rendre crédible dès 2025 cette trajectoire pluriannuelle donc remise à la Commission européenne en octobre 2024, qui prévoit un retour du déficit sous 3% en 2029. Nous avons eu 3 départs manqués. Maintenant, il faut réussir le point d'arrivée. Enfin, chaque année, le troisième chapitre du RSPFP est thématique, et cette année, nous avons choisi de le consacrer à un enjeu incontournable qui doit sous-tendre notre stratégie de finances publiques, qui est la soutenabilité de la dette publique, avec à la clé une condition claire pour garantir cette soutenabilité. Il nous faut revenir durablement à un solde primaire positif, alors que celui-ci est tout de même négatif de 3,7 points en 2024. Ce sont ces 3 chapitres que je vais développer. Je vais entrer dans le détail de ces 3 parties en débutant par un premier message qu'on connaît, donc sur lequel je ne vais pas m'étendre outre mesure, qui est que la France n'a pas su contenir sa dépense publique en 2024, ce qui nous conduit à avoir le déficit le plus élevé de la zone euro. Nous avons déjà abondamment analysé, commenté l'exécution de l'année 2024 et ses écarts à la programmation initiale. Certains éléments sont tout de même à souligner. En 2024, je ne vais pas vous l'apprendre, le déficit public s'est finalement établi à 5,8 points de PIB, ce qui est une hausse de 0,4 points par rapport à 2023, et ce qui est surtout un dépassement de 1,4 points de PIB de la programmation initiale votée par le Parlement en 2023. Après une année 2023 qui avait déjà été très mauvaise, cette dérive est encore plus préoccupante que l'année précédente. Pourquoi ? Parce que cette fois-ci, le dérapage budgétaire de 2024 ne doit rien à des circonstances extérieures. Il est la conséquence du fait que nous n'avons pas été capables de maîtriser la dynamique de la dépense et à engager des efforts d'économie pérennes. Et c'est aussi, et je l'ai dit à plusieurs reprises, la conséquence d'hypothèses trop favorables sur la croissance et sur les recettes, de prévisions trop optimistes. La différence entre les 2 années 2023 et 2024 doit cependant être relevée. En 2023, le creusement de 0,6 points du déficit tenait en très grande partie à la faiblesse des prélèvements obligatoires. C'était un décrochage sur les recettes. En 2024, contrairement à une idée reçue, c'est surtout la dynamique de la dépense primaire, c'est-à-dire hors mesures exceptionnelles, qui constitue la principale cause du creusement du déficit. En 2024, la dépense publique totale s'est établie à 1 650 milliards d'euros, en augmentation de 61 milliards d'euros par rapport à 2023. En conséquence, le ratio de dépenses publiques a augmenté par rapport à 2023, je dis bien augmenté, depuis la première fois depuis 2020. Il s'établit à 56, points de PIB. Donc alors qu'on se serait attendu en post-crise à ce que le ratio dépenses publiques sur PIB baisse, il reste au plus haut. L'analyse de 2024 révèle surtout ce que nous appelons le cœur de la dépense publique, c'est-à-dire la dépense publique hors charge de la dette et hors mesures exceptionnelles. Et ce cœur de la dépense publique a progressé beaucoup plus vite que la croissance. Il a augmenté de 2,7%. C'est la progression tout simplement la plus importante des 15 dernières années, alors que nous sommes supposés nous être engagés sur une trajectoire de réduction du déficit. C'est aussi plus de 2 fois plus que la croissance du PIB qui était de 1,1 point. Et cette progression a bien été le principal facteur de creusement du déficit en 2024 à hauteur de 0,8 points de PIB. En entrant dans le détail, on constate que l'évolution des dépenses était particulièrement hétérogène selon les administrations publiques et que la perte de contrôle du cœur de la dépense est essentiellement imputable en 2024 aux sphères locales et sociales. Les dépenses des administrations locales ont augmenté de 2,7% en volume, tiré par les investissements en lien avec le cycle communal. Ce n'est pas une surprise, ça aurait pu d'une certaine façon être un peu anticipé. Toute personne qui a connu la vie publique locale sait qu'à l'année N-2 d'une élection municipale, c'est le moment où les investissements sortent de terre. Quant aux dépenses de l'administration de sécurité sociale, elles ont augmenté encore davantage, avec une croissance de 3,3 points en volume.
dû en particulier à la hausse des dépenses de prestations sociales, du fait de la revalorisation décalée des pensions sur une inflation 2023 très élevée. Donc en 2024, on a indexé sur 2023, et donc ça fait bingo pour certains et ça fait bing pour les finances publiques. La dynamique des dépenses de l'État a été plus modérée et elles ont même reculé de 0,5 points. L'État a bénéficié du repli des dépenses exceptionnelles, mais il a aussi, il faut le dire, réalisé des véritables efforts d'économie en gestion, malgré des dépenses conjoncturelles liées à la situation en Nouvelle-Calédonie ou à l'organisation des Jeux Olympiques. C'est un satisfecit, car c'est plutôt une bonne chose que cela soit maîtrisé, mais je veux aussi le relativiser d'une certaine façon, car plusieurs de ces mesures de gestion constituent ce qu'on appelle des one-off ou des one-shot, qui repoussent la question des économies structurelles à 2025 ou 2026. Et donc en 2024, on a été plus dur avec la dépense de l'État, sans pour autant toucher vraiment à sa structure et créer des mesures pérennes. Ainsi, alors même que la quasi-extinction des mesures de soutien aurait dû conduire à une réduction du déficit, l'absence de maîtrise du cœur de la dépense a au contraire contribué à creuser le déficit, et ce, dans des proportions 2 fois supérieures à la faible dynamique spontanée des prélèvements obligatoires. Si les dépenses exceptionnelles sont en quasi-extinction, la charge de la dette, elle, continue d'augmenter. D'une part, sous l'effet du déficit pour 2023, et d'autre part, en raison de l'émission de nouveaux titres de dette publique à des taux nettement supérieurs à ceux arrivés à échéance qu'ils remplacent. Sur ce point, peut-être encore plus que sur les autres développements, un point d'alerte. Nous risquons de nous trouver confrontés, si rien n'est fait pour le contrecarrer, à un véritable effet boule de neige. Rien qu'en 2024, la charge de la dette publique a augmenté de 7,3 milliards d'euros, soit 14%. Alors tout le monde évoque les difficultés à venir, le peut-être, mais il y a déjà quand même des choses qui sont très patentes. Elle est passée de 52,9 milliards d'euros à 60,2 milliards d'euros. Et il faut être concret. Le coût du service de la dette a plus que doublé depuis 2020. J'aime toujours prendre cette image. À l'époque, c'était le budget du logement. Aujourd'hui, c'est plus que le budget de la défense. Et la courbe se prolonge. Or, cela risque de n'être que le début d'un emballement, puisque le refinancement progressif du stock de dette à des taux plus élevés va monter en puissance au cours des prochaines années, et plus notre ratio de dette augmentera, plus nous dépenserons dans cette dépense qui est la plus stérile de toutes, la plus inutile, et de surcroît la plus paralysante pour le reste de l'action publique. Tout euro que nous consacrons à rembourser notre dette est un euro perdu pour l'action publique. C'est un euro en moins pour la transition écologique, un euro en moins pour la défense, c'est un euro en moins pour l'innovation et la recherche, c'est un euro en moins pour tout ce que le rapport Draghi nous conseille de faire, en vérité. En parallèle de ces dépenses en forte hausse, les prélèvements obligatoires, eux, n'ont progressé que modestement. D'abord, en 2024 comme en 2023, quoique dans une moindre mesure, leur évolution est en deçà de celle du PIB, ce qui dégrade le déficit de 0,4 points de PIB. Cette atonie s'explique notamment, on le sait, maintenant par une diminution des recettes de TVA, une diminution des recettes d'impôt sur les sociétés, une diminution des recettes d'impôt sur le revenu, ainsi que, et c'est très important pour les collectivités locales, par la poursuite de la chute des droits de mutation à titre onéreux, les DMTCO, qui frappent particulièrement les départements, comme nous l'avons montré dans le cadre du rapport sur les finances publiques locales que j'ai présenté la semaine dernière. Par ailleurs, pour la deuxième année consécutive, les prélèvements obligatoires sont nettement inférieurs aux prévisions de la loi de finances initiale, de plus de 40 milliards d'euros. Alors donc ça n'explique pas le déficit, si vous voulez, mais ça explique l'écart au déficit voté par la loi de finances, par le Parlement. Nous avons déjà analysé cet écart très important en détail dans notre rapport de février. Nous avons tiré une conclusion nette. Ce dérapage est en partie imputable à des hypothèses de départ trop optimistes. Je ne dis pas, bien sûr, que tout était prévisible, loin de là. La prévision est un exercice très compliqué. Mais, disons-le, il y a comme eu trop de volontarisme dans les prévisions, alors que, je dois le dire, nous avions passé des alertes. La Cour et le Haut Conseil des finances publiques ont systématiquement appelé à la prudence à partir de l'automne 2023 sur de nombreuses hypothèses relatives aux exercices 2023 et 2024, notamment sur
les recettes, mais aussi sur les dépenses et en réalité même sur les hypothèses de croissance. Tous ces avertissements se sont avérés rétrospectivement justifiés. Je ne m'en vante pas, je ne m'en satisfais pas, je le regrette. Et pourtant, ils n'ont pas donné lieu à action. Cette faiblesse des recettes a été partiellement atténuée en 2024 par des hausses d'impôts, notamment le retour de la TICFE à son niveau d'avant-crise. Ces hausses d'impôts, en rupture avec les baisses mises en œuvre depuis 2018, ont freiné la dégradation du solde public, mais seulement de 6,5 milliards d'euros. Je rappelle là aussi un message de notre part, qui est le débat public sur d'éventuelles hausses d'impôts ciblées est un débat évidemment légitime. Dire qu'on ne peut rien faire sur les impôts, je pense, n'a pas de sens dans la situation de nos finances publiques, même si l'essentiel doit être fait sur les économies en dépenses. Toutefois, soyons conscients que des hausses massives d'impôts en lieu et place d'économies en dépenses ne peuvent pas être une solution miracle. Nous avons, il faut le rappeler, un ratio de prélèvement obligatoire qui est encore parmi les plus élevés de l'Union européenne. Nous sommes à 43,9 points de PIB en 2023, contre 39,2 points en Allemagne, 36,6 en Espagne, 41,5 en Italie. La démonstration est assez claire. Il faut quand même éviter de dégrader davantage ou trop la compétitivité de nos entreprises. Et donc, il faut être capable de bien évaluer ce que sont nos marges de manœuvre en matière de hausse d'impôts. La conséquence du dépense publique hors de contrôle et de l'atonie du prélèvement obligatoire est bien connue. C'est qu'en 2024, le déficit s'est creusé pour atteindre près de 170 milliards d'impôts. Évidemment, le déficit de l'État, et c'est logique compte tenu de ce que j'ai dit, est quasiment stable en euros courants. Il a diminué une fois rapporté au PIB, grâce notamment aux efforts d'économie en gestion que j'ai déjà évoqués et que je rappelle. Mais les administrations publiques locales ont vu leur déficit se creuser pour atteindre près de 17 milliards d'euros, soit 0,6 points de PIB en 2024. Les administrations de sécurité sociale ont enregistré une dégradation encore plus importante. Leur excédent, qui atteignait tout de même 11,5 milliards d'euros en 2023, s'est quasiment évaporé en 2024. Nous sommes désormais, oui, le pays qui a le déficit le plus élevé de la zone euro. Alors que tous les autres pays européens très endettés, comme la Grèce, d'où j'arrive ce matin, le Portugal, l'Espagne, l'Italie ont tiré parti des années d'inflation pour réduire leur ratio de dette publique, la France diverge de plus en plus. Car notre ratio de dette publique augmente, lui aussi, pour la première fois depuis 2020. Il atteint 113,2 points de PIB, en hausse de plus de 3 points de PIB, ce qui nous éloigne progressivement d'un groupe de pays parvenus à maintenir ou ramener leur endettement nettement en dessous des 110 points de PIB. Je pense par exemple à l'Espagne, au Portugal ou à la Belgique. Pour l'ancien commissaire européen que j'étais il y a encore 6 ans, ce n'était pas avant-hier, ça paraît aberrant. Ce n'est pas logique en tout cas. Or, plus nous attendons avant d'agir, plus il sera difficile de stabiliser puis de diminuer notre endettement. Ces 2 années de dérive ont conduit à doubler les efforts d'ajustement nécessaires au retour du déficit sous 3% d'ici 2029, conformément aux obligations européennes. Ces efforts étaient d'environ 50 milliards d'euros il y a moins de 2 ans. Ils sont aujourd'hui de près de 105 milliards d'euros à l'horizon 2029. Autrement dit, l'effort nécessaire a doublé et l'échelle de temps s'est réduite. C'est donc que la pente est plus raide. Après ces années difficiles, il est impératif, je dirais même vital, de redresser la barre dès cette année en respectant notre trajectoire pour 2025 et pour les années suivantes et en franchissant chaque marche, chaque année, car chacune d'entre elles sera absolument essentielle. Elle nous rapprochera un peu plus de l'indispensable stabilisation de notre endettement. Et ça, il faut le dire aux Français. Évidemment, les budgets qui nous attendent sont difficiles. Je dis bien les budgets, pas seulement le budget de 2026. Et je ne parle pas de politique, mais les budgets de chaque année jusqu'en 2029 et probablement au-delà, en vérité. Et ça me mène au deuxième message de notre rapport. J'ai dit chaque marche doit être franchie chaque année. Commençons par la première. Et il est impératif de rendre crédible, dès 2025, l'objectif de retour au déficit sous 3 points de PIB. Vous aurez compris qu'en choisissant cette formulation, il faut lire le constat d'aujourd'hui, à savoir que la trajectoire de finances publiques que le gouvernement s'est engagé à tenir auprès de la Commission, auprès de nos partenaires européens, a besoin d'être crédibilisée. D'abord, d'après nous,
le scénario macroéconomique est encore optimiste dans un contexte de fortes incertitudes sur le plan commercial et géopolitique. Dans ce contexte, la prévision de croissance pour 2025, notamment si elle est atteignable, est loin d'être acquise. La dernière prévision du gouvernement, retenue dans le rapport d'avancement annuel publié en avril dernier, de 0,7 point de PIB. Elle a été révisée à la baisse à 2 reprises, 1,1 point dans le PLF, à 0,9 points dans la loi de finances initiale en février, 0,7 points en avril. Notons que cette prévision de croissance, elle n'est pas aberrante, mais elle demeure légèrement plus élevée que celle de la plupart des organismes. Et le Haut Conseil des finances publiques a déjà souligné dans son avis sur le rapport d'avancement annuel l'accumulation de risques à la baisse qui pèsent sur cette prévision pour 2025. Et donc, si la prévision de croissance est moins bonne, plutôt si la croissance est moins bonne que la prévision, à ce moment-là, ce sont des recettes en moins qui sont à craindre. Au-delà de 2025, le gouvernement anticipe une croissance de 1,2 points en 2026, 1,4 en 2027 et 2028, 1,2 en 2029. Ce scénario, inscrit lui aussi dans le rapport d'avancement annuel, est plutôt optimiste au regard de ce que donne le consensus des prévisionnistes, même assez optimiste en vérité. Au-delà du scénario macroéconomique, qui est un élément parmi d'autres, notre scénario de finances publiques, c'est-à-dire nos prévisions de recettes, notre cible de dépenses, là aussi sont atteignables, mais doivent être impérativement respectées. En matière de recettes d'abord, nous pensons qu'il n'y a aucune marge de prudence dans la prévision pour l'année 2025. Il est prévu que le montant des prélèvements obligatoires atteigne 1 300 milliards d'euros en 2025, soit 50 milliards de plus qu'en 2024. Cette hausse de 50 milliards peut être décomposée, selon le rapport d'avancement annuel, en 26 milliards d'euros de progression spontanée et 24 milliards de mesures nouvelles. S'agissant des 24 milliards d'euros de hausse d'impôts et cotisations, certaines sont temporaires, ont un rendement très incertain. Je pense notamment aux près de 10 milliards d'euros pour la contribution exceptionnelle sur les grandes entreprises, ainsi que la contribution différentielle sur les revenus. S'agissant de la progression, elle, spontanée des recettes fiscales, le gouvernement prévoit une dynamique en ligne avec la croissance du PIB après 2 années décevantes. C'est assez cohérent avec le scénario macroéconomique, mais comme celui-ci est un peu optimiste, la prévision l'est aussi, un peu optimiste. Je me risque à dire que nous n'attendrons pas de dérapage ou d'écart aussi important que l'année dernière. Mais, bon, il faut être vigilant tout de même à ce qui peut se produire. Ainsi, le problème, c'est que les prévisions de recettes sont maintenues et même légèrement augmentées par rapport à celles de la loi de finances, alors que la croissance pour 2025 a été abaissée depuis. Ça veut dire, non pas que c'est faux, mais que c'est vulnérable à de mauvaises surprises. Et plus largement, nous regrettons cette absence de marge de prudence. J'aimerais passer ici un autre message très clair, qui est que, quels que soient les aléas des prochains mois, des prochaines années, il faudra tenir notre cible de déficit, quitte à prendre des décisions qui seront difficiles pour ajuster la trajectoire. Des hypothèses qui seraient surestimées aujourd'hui représentent donc indéniablement des surcroîts d'efforts pour demain. Il faut y faire attention. Ça vaut pour les recettes, je veux dire, mais ça vaut aussi pour les dépenses. Or, la cible de dépenses pour 2025 demeure, elle aussi, atteignable, mais fragile. Les dépenses publiques hors crédit d'impôt augmenteraient de 1,1 point en volume en 2025. La dépense augmenterait donc plus rapidement que le PIB, ce qui se traduirait par une augmentation nouvelle du ratio de dépenses publiques de 56,5 points de PIB à 56,8. Mais cette progression serait très hétérogène en 2025 entre les différentes administrations publiques, avec des efforts d'économie à nouveau essentiellement portés par l'État. Les dépenses de l'État diminueraient de près de 0,8 points en volume, ce qui est une cible ambitieuse, d'autant plus que les dépenses exceptionnelles sont presque toutes éteintes. Mais les mesures de réduction des dépenses de l'État sont à nouveau pour l'essentiel des mesures de gestion de crédit, par définition non pérennes. Par ailleurs, comme l'État porte la quasi-totalité des efforts de maîtrise des dépenses, ça lui laisse peu de marge de manœuvre pour répondre aux aléas ou pour augmenter ses crédits d'investissement en 2025. Par exemple, dans un secteur où c'est sans doute nécessaire. Je pense à la défense. Et ça veut dire qu'il faut trouver plus d'économies ailleurs. Vu l'ampleur de l'ajustement nécessaire, il est nécessaire, à nos yeux, que l'ensemble des administrations publiques contribuent à l'effort en réalisant des économies qui soient structurelles et pérennes. Pourtant, disons-le, le ralentissement des dépenses locales et sociales est loin d'être acquis. Selon la trajectoire à moyen terme, les dépenses d'administration locale progresseraient en volume
de 1,6 point, après 2,7 en 2024. C'est une inflexion marquée, mais elle n'est pas partagée par les collectivités. Surtout, il ne s'agit que d'une cible qui n'est étayée par aucun mécanisme contraignant et même par aucun mécanisme concerté, ce qui fragilise évidemment sa réalisation. Sur la sphère sociale, il est prévu que l'évolution des dépenses en volume soit divisée par plus de 2 en 2025, mais cette cible est elle aussi soumise à de nombreux aléas, que ce soit le risque de dépassement de l'ONDAM, que le comité d'alerte de l'ONDAM qualifiait de sérieux en juin 2025, ou encore le dépassement éventuel des dépenses d'assurance chômage. Pour résumer, la réduction prévue du déficit en 2025 repose, et c'est important de le dire, quasi exclusivement sur d'importantes hausses d'impôts, dont près de la moitié sont annoncées comme temporaires. Et au-delà, elle repose sur des prévisions de recettes sous-tendues par des hypothèses peut-être un peu moins prudentes que dans la loi de finances initiale, alors que les objectifs d'évolution de la dépense publique, eux, sont à certains égards incertains. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même si les prévisions de recettes se réalisaient, même si les objectifs de réduction de dépenses étaient tenus dans toutes les administrations, ça ne suffirait pas à enrayer la croissance de la dette publique en 2025. Chacun doit en être conscient et personne ne doit se bercer d'illusions. Les objectifs que nous avons tant de peine à atteindre représentent malheureusement le minimum des efforts que nous pouvons, que nous devons faire. La diminution des déficits de 0,4 points de PIB, soit près de 9 milliards d'euros, c'est un objectif pour 2025, objectif qui doit être crédibilisé, qui ramènerait le déficit à 5,4 points de PIB, mais cette réduction relativement modeste, puisqu'on passe de 5,8 à 5,4, ne permettrait pas, et loin s'en faut, de stabiliser le ratio de dette publique. En effet, la dette publique augmenterait, et là ce sont les chiffres du gouvernement, de 3 points en 2025 pour atteindre 116,4 points de PIB, soit près de 3 500 milliards d'euros à la fin de cette année. Compte tenu de la faible croissance du PIB, il aurait fallu viser un déficit public de 2,4 points de PIB, je dis bien 2,4, pour espérer ne serait-ce que stabiliser le ratio d'endettement à son niveau de 2024. C'est dire que nous sommes sur une pente qui continue, en réalité, de se dérouler de manière assez implacable. Les efforts structurels d'économie ont donc à nouveau été reportés, et pourtant il est essentiel d'en réaliser sur l'ensemble des dépenses des administrations publiques, État, opérateurs, collectivités, sécurité sociale, pour conjurer la répétition d'une dérive qui dépasse d'ores et déjà certains scénarios qui pourtant étaient considérés comme pessimistes. La suite de la trajectoire esquissée dans le rapport d'avancement annuel du plan structurel de moyen terme, publié en avril 25, est tout aussi incertaine. Cette trajectoire, je vous rappelle qu'elle concrétise notre obligation au niveau européen, qui est un effort de près de 105 milliards d'euros à l'horizon 2029 pour ramener le déficit sous 3 points de PIB. C'est une trajectoire qui est tout de même assez tendue, et pour ça, il faut toute une série de conditions pour l'atteindre. Et donc, je le redis, il faut à la fois crédibiliser 2025 et poursuivre dès 2026, sans jamais freiner jusqu'en 2029. C'est ça l'équation. Et l'exercice impératif qu'il faut faire maintenant, puisque nous sommes en 2025, c'est d'abord de crédibiliser cette trajectoire avant de penser aux années suivantes. Afin d'illustrer la fragilité relative de cette trajectoire, ou plus exactement ce qu'elle exige, la Cour a simulé, vous trouverez ça dans le rapport, 5 scénarios qui modifient certaines hypothèses de notre trajectoire dans un sens plus conforme, hélas, avec les tendances passées et les risques identifiés. Et toutes, ou tous ces scénarios, conduisent à une hausse continue du ratio de dette publique jusqu'en 2029. Le premier scénario suppose une croissance un peu inférieure à la prévision gouvernementale, et il entraînerait un déficit de 3,6 points de PIB en 2029 et une dette de 121,1 points de PIB en 2029. Le deuxième scénario, nous l'avons appelé choc macroéconomique, illustre une crise économique mondiale en 2025-26. Possible. Dans ce scénario, la dette atteindrait 125,4 points de PIB en 2029 avec un déficit de 4,1 points de PIB. Le troisième scénario s'appelle absence d'effort global. Il suppose que les efforts budgétaires seraient contrecarrés ou annulés par la hausse d'autres dépenses. Le ratio de dette publique atteindrait 123,2 points de PIB en 2029, avec un déficit qui resterait de 5,3 points de PIB.
C'est le scénario le plus dangereux pour les finances publiques, car il entraînerait une dérive cumulative par rapport à la trajectoire actuelle. Et si on cumule plusieurs scénarios, la dette publique pourrait aller jusqu'à dépasser 130 points de PIB en 2029. Je n'insiste pas sur ces scénarios, mais vous verrez que ils sont à la fois alarmants, mais pas catastrophiques. C'est-à-dire ils ne reposent pas sur des hypothèses monstrueuses. Ils reposent sur un certain nombre de tendances qu'on a déjà observées. Ils sont périlleux pour le pays. Ils illustrent surtout ce qui nous menace et ce dont nous n'avons pas les moyens, en vérité. Le chemin vers le retour du déficit sous 3% et de stabilisation du ratio de dette publique d'ici à la fin de la décennie est donc étroit. Mais, contrairement aux 2 dernières années, je le dis, il ne peut pas, il ne doit pas être envisagé de modifier à nouveau notre trajectoire encore et encore. Il y a 1 an, presque, après les dissolutions, je crois avoir été le premier à dire qu'il n'était pas raisonnable d'envisager être sous 3% en 2027 et qu'il fallait reporter à 2029, non pas parce que je le souhaitais, mais parce que c'était inscrit dans les chiffres. Je ne renouvelle pas ce message en 2025. Je ne dis pas qu'il faut reporter encore les 2,9. Il faut faire ce qui est nécessaire pour les tenir. Ce ne sont pas nos objectifs maintenant qu'il faut revoir à la baisse, ce sont nos efforts qu'il faut intensifier. Et j'ai déjà eu l'occasion de le dire dans un quotidien ici représenté. Je pense que nous avons le choix entre l'effort volontaire maintenant et l'austérité subie demain. Et je continue de le penser. Il est urgent et indispensable de stabiliser notre trajectoire. Enfin, j'en arrive au 3e chapitre de notre rapport, qui porte chaque année, je l'ai dit, sur une thématique différente. Et en 2025, nous avons choisi comme thème l'impératif de soutenabilité de la dette. Il en ressort un message que je souhaite porter devant vous: le retour durable à un excédent primaire est la condition nécessaire à la soutenabilité de la dette. La notion de soutenabilité de la dette, je vous renvoie, je vais être assez rapide, à cette excellente monographie, assez trapue parfois, mais remarquable, assez inédite dans la littérature. Bravo à ceux qui l'ont pensé. C'est donc un exercice de lecture pour vous très stimulant. La notion de soutenabilité de la dette fait référence à la capacité pour la puissance publique à honorer les obligations liées à son endettement à tout moment dans le futur. Et dans ce 3e chapitre, nous avons cherché à clarifier ce concept et les paramètres qui le conditionnent. Paramètres financiers, comme les taux d'intérêt. Paramètres de nature macroéconomique, comme la croissance du PIB. Paramètres de finances publiques, comme le solde public primaire. Le solde public primaire, c'est le solde hors charge de la dette. Je suis très heureux qu'on ait réalisé un chapitre spécifique de cette nature. Je plaide depuis plusieurs années pour que le Conseil des finances publiques intègre une compétence sur la soutenabilité de la dette. Et je suis encore plus convaincu après avoir lu ce que j'ai lu. Je ne vais pas entrer dans les détails, néanmoins passionnants, des parties comparatives de ce chapitre. Mais je dirais un certain nombre de choses, qui est que depuis 2 décennies, et à la différence notamment de l'Allemagne et de l'Italie, la dynamique de l'endettement en France a été principalement nourrie par l'accumulation de déficits primaires, c'est-à-dire de solde primaire hors charge de la dette négatif. Dans le même temps, la croissance française s'érodait progressivement et nous constatons que le rôle des taux d'intérêt et des phénomènes de marché a été effectivement secondaire dans cette dynamique. Nous n'avons pas été la victime d'un coup de Trafalgar financier. En outre, ces déficits et cette dette croissante n'ont pas eu comme contrepartie des investissements ou des dépenses d'avenir de nature à augmenter le potentiel de croissance future, qui n'a pas bougé. Ils ont d'abord financé la hausse des dépenses courantes, notamment celles qui sont liées à notre modèle social et au vieillissement de la population. Une telle évolution n'est pas soutenable, justement. La stratégie de finances publiques doit permettre de reprendre le contrôle de la dynamique de la dette dans un contexte où on ne peut plus compter sur un retour de la croissance des décennies passées, ni sur des taux d'intérêt très bas, qui étaient une parenthèse dans notre histoire financière. La dette française, aujourd'hui, trouve des acquéreurs, incontestablement. C'est une bonne dette, sans difficulté. Pourquoi? Liquidité du marché, appréciée par les investisseurs, qualité de la gestion du marché primaire par l'agence France Trésor, je les en félicite à nouveau, appartenance à la zone euro, stabilité politique également. Mais ces acquéreurs achètent la dette française à un taux de plus en plus élevé, notamment à la suite de la dégradation relative de notre note par certaines agences de notation, même si cette note demeure très acceptable, mais elle nous surveille. Ça augmente donc la charge de la dette, qui pèse sur le déficit et accroît en retour les risques sur la soutenabilité de la dette. Dans ce contexte, message que je souhaite porter à votre attention, pour garantir véritablement la soutenabilité de la dette française, il est indispensable de revenir à un excédent primaire qui en est la condition.
Les projections réalisées par la Cour montrent que, compte tenu du poids de la dette et de l'augmentation de son coût, le retour du déficit public total sur les 3% ne suffira pas à lui seul à garantir la soutenabilité des dettes. Et il faut pour ça faire refluer le ratio d'endettement. Et ça nécessitera de renouer durablement avec un solde primaire, encore une fois un solde hors charge de la dette, qui soit positif, comme l'illustrent les scénarios présentés par la Cour. Pour le moment, notre solde primaire est déficitaire, fortement, 3,7 points de PIB. Et donc, il sera nécessaire de prolonger l'effort d'ajustement jusqu'à parvenir à un excédent primaire durable d'environ 1,1 point de PIB, sous des hypothèses raisonnables de croissance et taux d'intérêt, ce qui n'empêcherait pas d'ailleurs la France de rester en déficit de plus de 2 points de PIB. Si nous écrivons ça, c'est parce que nous pensons qu'il est urgent de prendre la mesure de la situation, alors que l'équation peut, à tout moment, se compliquer. Pour prévenir toute spirale de la dette, nous devons donc absolument, impérativement revenir à des excédents primaires, ce qui est incontournable. Des ajustements budgétaires très exigeants sont donc dès à présent nécessaires, à réaliser dès 2026, comme les prévoit notre trajectoire pluriannuelle. Et je sais bien qu'ils sont difficiles, parce qu'ils doivent être en plus socialement acceptables, politiquement aussi viables, et ils ne doivent pas porter atteinte à notre potentiel de croissance future. C'est donc une équation très complexe qui attend le gouvernement et le Parlement maintenant. Mais c'est indispensable. J'ajoute, et c'est une note d'optimisme sur laquelle je veux terminer, que je suis peut-être en train de vous dire là des choses qui paraissent tracer le périmètre de l'impossible, mais non, c'est possible. Je vous disais que j'arrive ce matin d'Athènes, où j'ai vu, rencontré ceux qui furent mes interlocuteurs tout au long de la crise grecque, quand j'étais leur interlocuteur à la fois successivement au ministère des Finances et à la Commission européenne. Ce pays, la Grèce, a aujourd'hui redressé ses finances publiques. Et sa dette se réduit très vite. Elle est soutenable, elle est peu coûteuse, en partie d'ailleurs grâce aux conditions financières qui furent accordées à la Grèce à ce moment-là. Et surtout, la Grèce dégage un excédent primaire de plus de 4,1 points de PIB. Ce qui permet de dire, aujourd'hui, 5 ans après la sortie du programme, que ce pays n'a plus de problème de finances publiques de fait. Alors, je suis bien conscient que cet argument est à double tranchant, mais je veux dire ici qu'il n'est pas nécessaire pour la France, qui a encore une notation très favorable et un accès au marché sans problème, ce qui n'était pas le cas de la Grèce, il n'est pas nécessaire d'en passer par la sévère cure d'ajustement qu'a connue la Grèce pour arriver à un excédent primaire. Il faut surtout la lucidité, la pédagogie, la volonté indispensable pour comprendre et pour faire comprendre la nécessité d'un effort partagé. Voilà, je ne cesse de le redire, nous sommes aujourd'hui au pied du mur. Chaque rapport nouveau sur les finances publiques publié par la Cour révèle ce seuil d'alerte, et mon message, c'est qu'il est temps de reprendre le contrôle de nos finances publiques. Nous n'avons pas le choix, en fait, sans quoi nous perdrons toute capacité à faire face aux défis climatiques et géopolitiques. Pour le climatique, il est d'actualité, dans un monde qui, on le sait, de plus en plus trouble et incertain. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie pour votre attention.